Le TDAH apparaît rarement de manière isolée dans un tableau clinique. Il s'accompagne en effet fréquemment d'autres difficultés sur le plan développemental, psychiatrique ou même somatique. C'est ce qu'on appelle les comorbidités, quand deux diagnostics sont présents de manière conjointe chez la même personne. Dans cette séquence, on va vraiment essayer de couvrir quelles sont les comorbidités les plus fréquemment associées au TDAH à travers les âges. Dans cette séquence, on va se centrer vraiment uniquement sur les comorbidités psychiatriques. Dans l'enfance, on estime, selon les études, qu'entre 40 et 80% des enfants avec un TDAH ont également un autre diagnostic psychiatrique ou une comorbidité. Dans les échantillons de personnes qui consultent vraiment en raison des symptômes du TDAH, on estime que ces chiffres ont plutôt tendance à être vers la fourchette haute, donc plutôt aux alentours de 70 ou 80%. On a vu dans les séquences précédentes que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental. Et donc, les associations qu'on va observer le plus fréquemment durant l'enfance sont avec les autres troubles dits neurodéveloppementaux. Ça va couvrir notamment les troubles des apprentissages et de la communication. Les troubles aussi plutôt moteurs, comme par exemple ce qu'on appelle la dyspraxie, qui est une sorte de maladresse qui pourrait être vraiment excessive. On va retrouver aussi tous les tics, donc les tics moteurs ou les tics verbaux. Et puis, on va retrouver aussi, dans certains cas, des difficultés cognitives, voire une déficience intellectuelle qui peut être associée. Jusqu'à la version 4 du diagnostic, du manuel de diagnostic, le DSM, on ne pouvait pas poser simultanément un diagnostic de TDAH avec un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, qui est un diagnostic qui se caractérise vraiment par des difficultés prononcées dans la sphère des interactions sociales et de la communication. Cependant, depuis la version 5 du DSM, donc de ce manuel de classification diagnostique, il est possible de diagnostiquer conjointement un TDAH et un TSA. Et donc ça, c'était vraiment une nouveauté parce qu'on s'est rendu compte que le fait d'exclure ces deux diagnostics ne correspondait pas du tout à la réalité clinique. Donc depuis la sortie du DSM-5, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées pour regarder finalement quelle était la prévalence de cette comorbidité entre le TDAH et le TSA. Et il y a notamment une large étude qui a montré que 16% des enfants avec un diagnostic de TDAH remplissaient aussi les critères diagnostiques d'un trouble du spectre de l'autisme. Et ça, c'est vraiment important aussi en termes de prise en charge, puisqu'il va falloir vraiment axer la prise en charge à la fois sur les difficultés d'interaction et de communication sociale, mais aussi sur les difficultés attentionnelles et exécutive. Donc, dans un certain nombre de situations, finalement, on va se retrouver face à un tableau clinique qu'on appelle complexe. C'est-à-dire que chez un enfant, il pourrait y avoir éventuellement plusieurs troubles neurodéveloppementaux qui sont présents conjointement, associés aussi éventuellement à des problèmes dits somatiques. Et donc, dans ces cas de figure, une des questions qu'on va devoir se poser, c'est est-ce qu'on pourrait finalement identifier un facteur sous-jacent qui pourrait permettre d'expliquer l'ensemble de ces difficultés? Et une des questions qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce qu'éventuellement il y aurait un syndrome génétique qui permettrait d'expliquer l'ensemble de ces difficultés. Donc le but de cette vidéo n'est pas de couvrir en détail tous les syndromes génétiques qui peuvent être associés à des difficultés attentionnelles dans ces types de tableaux complexes, mais sachez qu'il en existe un certain nombre, comme par exemple le syndrome de l'X fragile ou le syndrome de microdélétion 22q11.2. Il y a une publication récente qui date de 2020 à ce sujet qui couvre beaucoup plus en détail cette thématique et à laquelle je vous réfère si vous êtes intéressé par ce sujet. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que finalement, en cas de suspicion, ça va être important de pouvoir diriger le patient et son entourage vers une consultation de médecine génétique pour pouvoir poser finalement cette question un peu plus en détail. Au-delà de la comorbidité avec d'autres troubles neurodéveloppementaux, on retrouve également fréquemment des difficultés comorbides avec des troubles psychiatriques. Les plus fréquents sont notamment le trouble oppositionnel, donc avec une opposition, une provocation importante auprès des adultes qui se retrouvent dans 50 à 60% des cas des enfants avec un TDAH. On peut retrouver aussi, surtout chez les adolescents, ce qu'on appelle des troubles des conduites avec vraiment des violations de la loi, des infractions répétées, etc. entre 20 et 50% des cas. Et en particulier, ça a été montré dans la littérature qu'un diagnostic associé de troubles des conduites va vraiment péjorer le pronostic en fait, à long terme de la personne, notamment en termes de risque de délinquance future.
Donc ça va être vraiment un diagnostic sur lequel ça va être important aussi de pouvoir se concentrer s'il est présent. Au-delà de ces difficultés, je dirais plutôt de comportement, on retrouve également fréquemment des symptômes dits anxio-dépressifs, entre 16 et 40% des cas selon les études, ainsi que des troubles obsessionnels compulsifs, où la personne va avoir vraiment des rituels, des compulsions, des éléments que la personne va devoir vraiment répéter de manière compulsive, comme par exemple des vérifications, des comportements de lavage des mains, etc. Entre 6 à 15% des cas des enfants avec TDAH ont aussi ce diagnostic de TOC qui va être associé. Chez les adolescents et les adultes, on va également retrouver un profil de comorbidité qui va être très fréquent. De nouveau, les chiffres varient entre 65 et 89% des adultes qui ont également un autre diagnostic associé. Ça varie un petit peu selon les échantillons et les études. Parmi les éléments qu'on retrouve le plus fréquemment, on retrouve vraiment les troubles anxio-dépressifs. Donc on retrouve vraiment un trouble anxieux dans à peu près la moitié des situations des adultes avec un TDAH et vraiment des problématiques d'humeur entre 18 et 53% des adultes. Ce qu'on va retrouver aussi très souvent, ça va être finalement des affects dépressifs ou une humeur dépressive qui va être présente de manière secondaire aux symptômes du TDAH. Notamment dans des situations où il va y avoir par exemple des échecs scolaires ou des échecs professionnels ou même des difficultés d'interaction sociale de manière répétée qui sont dues vraiment aux symptômes du TDAH. À ce moment-là, ça va être vraiment parfois possible de voir des états dépressifs qui sont vraiment comme une conséquence finalement ou une sorte d'effet secondaire qui apparaît secondairement aux symptômes du TDAH. Et donc d'essayer de pouvoir déterminer finalement si on est vraiment dans le cas d'une comorbidité vraie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment deux diagnostics différents qui sont présents chez la personne, ou est-ce qu'on est le cas plutôt dans une situation où c'est plutôt une conséquence finalement d'un diagnostic principal. Ça va avoir aussi des implications en termes de prise en charge. Une problématique qu'on rencontre aussi fréquemment chez les adolescents et les adultes, ça va être vraiment la problématique de la consommation de substances, notamment d'alcool, de cannabis, mais aussi de drogues plus dures comme la cocaïne. Et on considère que la consommation de substances, elle est probablement au moins 2 fois plus fréquente que chez les adultes qui n'ont pas de diagnostic de TDAH. Probablement que cette association entre consommation de substances et TDAH, elle est un peu bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des symptômes du TDAH comme l'impulsivité qui va avoir tendance à favoriser la consommation de substances. Et à la fois, la consommation de substances, elle peut vraiment péjorer certains symptômes du TDAH, comme les problématiques vraiment à se concentrer de manière soutenue. Et il faut aussi réaliser que la consommation de substances, elle peut être vraiment utilisée un petit peu comme forme d'automédication pour certains symptômes du TDAH ou alors face aux symptômes plutôt d'anxiété ou d'humeur qui peuvent être associés au TDAH. On retrouve aussi relativement fréquemment, dans à peu près 8% des cas, un diagnostic conjoint de troubles bipolaires, c'est-à-dire une variation entre une humeur qui est plutôt basse et une humeur qui va être plutôt trop élevée, excitée, avec beaucoup d'irritabilité. Donc ça, dans ces situations où il y a vraiment des fluctuations de l'humeur, ça va être une des comorbidités qu'on va investiguer. Et finalement, même s'il y a beaucoup moins de littérature à ce sujet, on considère qu'il y a aussi une association relativement fréquente avec ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, et notamment les troubles de la personnalité borderline ou antisociale ou obsessionnelle. Il y a quelques chiffres qui montrent que probablement autour de 30% des personnes avec un TDAH ont aussi ce diagnostic de trouble de la personnalité qui est associé. Donc finalement, en entendant cette série comme ça de diagnostics différentiels, une question qu'on pourrait se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'on va essayer de traiter en premier quand il y a plusieurs diagnostics qui sont présents de manière conjointe chez la personne. La première règle finalement qui fait consensus, ça va être de pouvoir traiter le trouble qui va être le plus sévère ou qui cause le plus d'interférences dans le fonctionnement, dans la vie quotidienne, et ensuite d'aller de manière stepwise, c'est-à-dire étape par étape, en traitant finalement après les symptômes par ordre finalement un petit peu d'importance finalement en termes de conséquences pour la personne. L'autre question qu'il va falloir se poser aussi, c'est est-ce que certains troubles ou certains symptômes sont une conséquence d'un autre trouble? On l'a évoqué tout à l'heure dans l'association, par exemple, entre la dépression et le TDAH. Et donc, quand on fait l'hypothèse que
certaines difficultés sont secondaires à un diagnostic principal, eh bien on va essayer de traiter évidemment en premier le diagnostic principal et voir quels sont les symptômes résiduels ensuite et les traiter ensuite si nécessaire. Un élément également qui fait consensus, c'est que s'il y a vraiment des fluctuations de l'humeur qui sont très importantes, ainsi que des consommations de substances qui sont importantes, ça va être vraiment important dans un premier lieu de pouvoir stabiliser l'humeur et de pouvoir maîtriser les consommations de substances avant de pouvoir vraiment essayer d'entreprendre un traitement qui est spécifiquement orienté vers les symptômes du TDAH. Donc si cette question vraiment de la hiérarchisation des interventions vous intéresse, il faut savoir qu'il y a l'association canadienne CADRA qui a publié dans ses guidelines un chapitre qui est vraiment, qui traite spécifiquement de cette question. Donc finalement, dans cette séquence, ce qu'on a vu, ce sont vraiment les comorbidités psychiatriques principales du TDAH chez l'enfant et aussi chez l'adolescent et à l'âge adulte.